Ma présentation, donc, je prévoyais de faire des démonstrations détaillées, mais apparemment, on n'a que 25 minutes pour faire ça. Il n'y a pas de problème, on va s'y tenir. Donc, je présente aujourd'hui le langage Python comme langage interactif au service des métiers. Qu'est-ce que Python? En fait, avant peut-être de passer à expliquer ce que c'est que Python, j'ai bien fait de mettre des nota bene pour dire que tous les exemples que nous allons voir ont été faits à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que je me suis adressé à ChatGPT pour lui dire « Faites-moi un programme en Python qui fait ça et ça et ça ». Comme le thème de la séance est particulièrement l'intelligence artificielle, je me suis un peu calé sur le sujet. Donc tous les exemples qui seront présentés avaient été réalisés en faisant appel à l'intelligence artificielle. Ceci donne une idée, et vous devez tous savoir, surtout les étudiants, que la puissance de l'intelligence artificielle, ce qu'elle représente comme danger pour les métiers d'éthique. Vous allez voir combien c'est facile. On va le faire en temps réel. Demandez à ChatGPT de nous faire, par exemple, un programme qui me permet de lancer 3 ou 4 ou 5 applications. Vous allez voir, dès qu'il termine en 1 minute, vous faites un copier-coller dans Python, vous exécutez et vous avez le résultat immédiatement. Et c'est extraordinaire. Le deuxième slide, maintenant, qu'est-ce que c'est Python? Il y a beaucoup de gens qui sont des informaticiens ici. Et vous savez que dans certains langages, on est obligé de faire ce qu'on appelle de la compilation. Ça veut dire qu'on traduit le langage de programmation ou de codage en langage machine, ça veut dire à des 0 et des 1 pour pouvoir exécuter le programme. Sachant qu'un programme compilé pour Windows ne fonctionne pas sur Linux ou sur Android, par exemple, à moins qu'il y ait un émulateur. OK ? Donc, l'âge de programmation informatique, Python est au sommet des classements mondiaux. Il est toujours premier, à 25% environ. Et le deuxième, C ou C++, j'ai oublié, il est à 9% ou 10%. Ça vous donne une idée un peu sur l'importance de ce langage dans les priorités que donnent les développeurs aux outils de codage. Python est un langage interprété, c'est-à-dire qu'il n'est pas compilé, c'est-à-dire aussi que toutes les instructions entre la machine et votre programme, il y a toujours un langage, un interpréteur plutôt, qui prend les instructions une à une, qui les interprète, qui fait le traitement pour vous et vous renvoie le résultat. Vous allez voir, donc nous allons faire des exemples tout de suite après ce slide. Il est complémenté d'une gigantesque bibliothèque de modules dédiés au métier. Par exemple, le financier. Python, en fait, c'est un langage très simple. Le noyau de Python est très petit, mais il est riche par des milliers de modules qui permettent d'ajouter des fonctionnalités ou bien de programmer des fonctionnalités financières, médicales, etc., etc. Et il est dit aussi un langage de scripting. Vous savez, je ne sais pas si les étudiants qui sont ici ont déjà entendu parler de DevOps. DevOps, c'est un peu la combinaison des services de développement et d'opération, c'est-à-dire d'utilisation des applications, de mise en œuvre des applications. Donc le DevOps, il est basé sur l'automatisation. Et l'automatisation se fait par des scripts. Ça veut dire, d'ailleurs, je suppose que vous avez entendu parler de plateforme as a service ou bien as a code ou plateforme as a code. Ça veut dire que la plateforme, le hardware, maintenant, il est configuré par un code, par un programme de scripting. OK? Donc, les caractéristiques de Python. Python peut être utilisé de 2 manières différentes. Vous allez voir tout de suite. Là, maintenant, je vais lancer l'interpréteur Python. Là, je lance l'interpréteur Python. Je vais agrandir un peu les caractères. Voilà. Là, je lance Python. Donc, vous avez immédiatement ce qu'on appelle la console de Python. Le mode interactif, c'est quand je tape 6 et je fais entrée, il me retourne... Attendez, excusez-moi. 6, parce que je suis en train de travailler. 6 et je fais entrée, il me retourne 6. Si je fais 6 plus 67, il me retourne le résultat. C'est ça le mode interactif. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous écrivez une instruction, il vous retourne un résultat. Si je fais maintenant
euh, euh, print, qui est une commande de Python, print, oh là là là. Excusez-moi, je vais me mettre en clavier américain, parce que mon ordinateur, il est un système américain. Donc voilà, donc print. Par exemple, je mets un texte, Python. Il me retourne le mot Python. Si maintenant j'écris Python tout court, je mets double cote et Python, double cote, il me retourne la même chose. Je n'ai pas besoin de lui dire ajoutez 5 à 6 et mettez-moi le résultat. Je fais 5, 6 plus 5 et je fais entrer automatiquement. Ça veut dire que Python fonctionne aussi comme une calculatrice très sophistiquée, très avancée. Maintenant, si je veux exécuter un programme, je suis obligé de... Ou alors, si je veux faire une instruction compliquée de type répétitive, si je fais for, vous êtes informaticien, for i in range, par exemple, in range de 10. Qu'est-ce que ça veut dire ça en Python? Ça veut dire que pour i, prenons les valeurs de 0 à 10, quand je fais entrer, il sait que c'est une instruction composée. Donc il va attendre un peu que je continue. Donc je vais maintenant print i et je fais entrer. Il attend encore parce que il considère que je n'ai pas encore terminé. Si je tape encore une fois, il considère que j'ai terminé et il me donne de 0 à 9. Parce que pour lui, quand on dit range jusqu'à 10, ça veut dire jusqu'à... Il s'arrête à 10. Il s'arrête à 10. Ça veut dire que 10 n'est pas inclus. OK? Si maintenant je veux faire l'opération suivante, je veux définir un tableau, en Python, le tableau est défini comme ça, et je dis x for x in range de 10, comme on vient de voir maintenant. Et je fais entrer, il me retourne un tableau qui contient les valeurs de 0 à 10, 0 à 9, quoi. C'est ça l'interactivité en Python. Maintenant, si je fais ça, si je fais pi, entrée, il me dit qu'il a une erreur. Il ne comprend pas ce que c'est que pi. Pourquoi? Parce que pi, des mathématiques, c'est une valeur mathématique. Donc, si je veux afficher la valeur de pi, je suis obligé de charger une bibliothèque qui s'appelle math. Je peux la charger aussi en interactif. Importe math. Et je fais maintenant math.pi. Regardez ce qui va se passer. Il me retourne 3,14, etc. Donc c'est ça le Python interactif. Et tout ceci peut être fait aussi en programme. Je peux les mettre dans un fichier et les exécuter séquentiellement. Demander à Python de lire ce fichier et de les exécuter. On va voir ça un peu plus tard. OK? Maintenant, si je retourne là et je fais import math, je peux aussi mettre as m. Ça veut dire que j'importe le module math, mais dans mon interaction avec Python, je l'appelle m. Je lui donne une alias, un nom m. Si je fais maintenant .pi, m.pi, il va me donner la même chose, parce que je lui ai dit que math, je veux qu'il s'appelle m maintenant. OK? Donc on va continuer. Donc on a vu le mode interactif. On va voir maintenant le mode programme, si vous voulez bien. Le mode programme, voilà. Donc je vais y aller là-dedans. Voilà des programmes que j'ai préparés pour la démonstration. Par exemple, ici, un module, un programme plutôt. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Voilà. Voilà le programme Python. J'importe un module qui s'appelle Tkinter. Tkinter en Python, c'est le module qui permet de créer des interfaces graphiques, des fenêtres, etc. J'importe aussi un module de Tkinter qui s'appelle MessageBox, parce que s'il y a des erreurs, je vais afficher des box, des fenêtres de messages d'erreur. SQLite, c'est la base de données intégrée à Python. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? J'importe les trois modules et je rentre dans mon application. Maintenant, cette application, je vais l'exécuter. OK?
Cette application, je vais l'exécuter avec Python. Je peux faire ça, ceci. Donc, je reviens à ma ici. Donc, vous voyez là, regardez cette dernière ligne. Cette dernière ligne est dans mon système d'exploitation. Elle dit que je suis en train de travailler sur l'ordinateur Tahar, etc. et que je suis dans le répertoire présentation de desktop du bureau. OK? Je vais maintenant lui dire Python. Je vais appeler l'interpréteur Python et livre avec S.pi comme Python. Voilà ce qui va se passer. Il va m'afficher une fenêtre, telle que je lui ai dit dans l'application, dans laquelle j'ai une gestion de livres avec les boutons, ces boutons-là. Je vais taper T1 pour le titre 1, auteur 1, A1 pour l'auteur 1, l'année 2025 par exemple, 2025. L'ISBN, c'est le numéro du livre à l'échelle internationale. OK. Et ensuite, je fais ajouter. Vous voyez, il est maintenant dans la liste ici. Je vais ajouter un deuxième livre, T2. Et je vais ajouter aussi. Maintenant, si je veux effacer, je clique et je fais supprimer. Il va m'enlever là. Donc tout ça, c'est fait par ce programme. Ça veut dire que les instructions, au lieu de les faire un à un, je les ai mis dans un programme. Il est où? Il est là. Le programme, non, il n'est pas là. Il est là. Voilà le programme qui vient de faire ça. Maintenant, on disait que Python est un langage pour les métiers. Prenons un métier de banquier, par exemple. Un banquier qui veut dresser un tableau de l'amortissement d'un prêt. On va le faire en temps réel devant vous. Donc là, je reviens là. OK. Voilà. Donc, je vais appeler Python. Je vais lui demander d'importer un module qui s'appelle Mortgage. Celui qui l'a écrit l'a appelé comme ça. Hein. Ou alors, je vais lui demander from, à partir de... Parce qu'un module, c'est quoi? C'est un ensemble de fonctions ou de méthodes, si vous voulez, si vous faites de la programmation orientée objet, c'est un ensemble de méthodes qui travaillent sur les données. From mortgage importe loan, par exemple, là, je vais mettre loan, as, par exemple, L. Qu'est-ce que je lui ai dit ici? À partir du module mortgage, importer la fonction loan et l'appeler L. Donc, vous voyez ici, normalement, c'est from mortgage import. Moi, j'ai from mortgage import loan. Excusez-moi, il y a toujours une erreur. C'est KLZ. Voilà. S'il ne retourne aucun message, ça veut dire que ça s'est bien passé. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire que le tableau est égal à, et je définis le capital, 100 000 dinars par exemple, l'intérêt, 0.5, c'est 5%. J'aurais pu mettre 5 et je lui demande de convertir à 5%, 5, et puis sur 25 ans par exemple. Là, il vient de calculer le tableau. Maintenant, je vais lui dire T.summarize. Ça aussi, c'est une fonction, c'est une méthode. Summarize avec Z, excusez-moi, Z. Non. Summarize. TR, résultat, qu'est-ce qu'on l'a appelé? On l'a appelé R plutôt, point summarize. On va en faire un. Allez. Nam.
L ou R? Non, L c'est la fonction, mais le résultat. Le résultat. Donc on a dit R égale L et le capital, virgule, point 5 c'est le taux d'intérêt, et sur 25 ans, virgule, virgule, voilà, donc R, point, R, je l'ai mis en majuscule ou minuscule? L minuscule, R, point, summarize, voilà. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit l'original était à 10 000, le taux d'intérêt est 0,5%, bon, c'est 5%, il y a une erreur dans le module ici. Avec intérêt composé, c'est 63 dinars. L'intérêt avec intérêt composé, c'est 63,21. Sans intérêt composé, c'est 50. Le paiement mensuel, c'est 416 sur 25 ans. Et puis, en fait, summarize, c'est donnez-moi le summarize, en anglais, c'est le résumé. C'est le résumé de cette opération. Il vous donne donc un certain nombre de lignes. Prenons un autre exemple maintenant en mode programme. Un autre exemple en mode programme. Donc là, je vais faire Python. F, je prends. Fin without Excel. Voilà. Regardez la puissance. Ici, vous allez voir la puissance de Python fin without Excel. Regardez ce qu'il va me donner. Avec une seule commande, il m'a affiché un tableau d'amortissement mois par mois d'un capital pour une banque. Et c'est là la puissance de Python. Sachant que je l'ai fait en interactif. Hein. Ça veut dire que chaque spécialiste de métier doit bien étudier ces modules, il doit bien les connaître. Un, il doit connaître son métier. Deux, il doit connaître Python. Il doit savoir utiliser un ordinateur. Il doit connaître les modules de son métier. D'ailleurs, on va voir ça plus tard. Okay. Pourquoi un langage interactif? Imaginez quelqu'un qui fait de la recherche. Généralement, quand on fait de la recherche, on avance et en fonction des résultats, on oriente les traitements. Or, ça veut dire que ceci est impossible à faire avec un programme compilé. Parce qu'un programme compilé, c'est vous faites le cahier des charges, et ce cahier de charges donne lieu à un programme, et avec ce programme, vous ne pouvez pas sortir de ce programme. En Python, si vous connaissez bien les modules, vous faites une opération de recherche. Ensuite, vous voyez le résultat. En fonction du résultat, vous dites maintenant, je vais orienter mon travail dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans un autre sens. OK? Utiliser comme une calculatrice très évoluée, ça, on l'avait vu. L'utilisation dans les finances et la recherche est la preuve indéniable de son utilité pour certains métiers. Les démos, on vient de voir un peu. Maintenant, Python est aussi très très puissant en matière de traitement de données. Regardez un peu ça. Là, je vais faire import RE. Je ne sais pas si vous avez étudié les expressions régulières ou pas dans vos études. Vous les avez vues? Là, je vais dire maintenant que mon expression est import RE. C'est Python avant, bien sûr. Et donc Python, je vais faire import RE. OK? Je vais maintenant dire que mon texte est le suivant. Mon texte est le suivant. Par exemple, Taha, et je vais mettre mon téléphone 98, par exemple 454 345. Ali, 23, etc. OK? Et Mohamed, et je vais mettre 98 encore, et ce numéro-là. Ça, c'est un texte.
de ce texte-là, je veux extraire que le numéro de téléphone, par exemple. Dans mon traitement, je veux sortir uniquement les numéros de téléphone. OK? Donc, je vais définir une expression régulière qui est égale à 98. Je vais lui dire d'extraire tous les numéros qui commencent par 98 uniquement. Ça veut dire que le 23, il ne doit pas me l'extraire. 98. Et ensuite, je vais lui dire que il doit suivi de 8 digits, 8 chiffres, c'est-à-dire. Suivi de 8 digits. OK? Maintenant, je vais lui dire d'aller me chercher, d'aller me trouver. D'ailleurs, vous le voyez ici, l'exemple. Vous voyez l'exemple ici. R, l'expression de recherche, elle est 98 comme élément fixe de ma recherche et suivi de 6 digits. Peut-être que j'ai mis 8, suivi de 6 digits. 6 plus 2, ça fait 8. OK? Maintenant, je vais lui dire d'aller m'extraire de ce texte. Donc, résultat égale re.find all. Trouvez-moi tout. Find all. Trouvez-moi tout ce qui correspond à l'expression dans le texte. Donc, maintenant, si je fais RES, voilà ce que je trouve. Si vous voulez que j'augmente la taille des caractères, voilà ce que c'est. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que voilà mon texte. Le texte dans lequel je vais chercher, ça peut être un texte sur plusieurs lignes. Hein. Voilà mon expression de recherche. Et trouvez-moi tout à l'aide du module RE qui contient une fonction ou une méthode find all à laquelle on donne l'expression et le texte et il vous retourne un tableau dans lequel il y a. Donc maintenant, si je veux les afficher l'une derrière l'autre, il suffit que je fasse for n in RES pour tout ce qui est dans RES, print n, imprimez-moi n. Voilà. Vous voyez quoi? Et je n'ai pas fait de programme. Tout ceci se fait de manière interactive. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis pour tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis il faut connaître Python pour pouvoir travailler avec. Donc pour tout n dans résultat, imprimez-moi n. Donc en fait, cette instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va affecter à n les valeurs qui sont dans le tableau l'une après l'autre. Donc, et moi, qu'est-ce que je fais? Je l'affiche. C'est tout. OK? Okay. نزيدوك 5 minutes, c'est tard. Ah, ça y est, fait? Ah, je vais essayer d'aller vite maintenant. Je vais essayer d'aller vite. Ça, je l'ai fait tout à l'heure, cette partie-là. Regardez un peu sans programmer en fait. Là, je dis à Python, je définis un tableau de x à la fois 2, x à la puissance 2 plutôt, pour tout x dans l'intervalle de 0 à 5. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a mis 1, 0, 0 à la puissance 2, c'est 0, 1, 4, 9, 16, etc. OK? Sachant que si je continue ici, combien il y a de Python en fait? Il y a plusieurs Python. Je vais essayer de le montrer ici. Voilà, les modules de Python. Qu'est-ce qu'un module de Python au package? Il y a des modules publics et des modules faits par l'utilisateur. Les modules publics, vous pouvez les trouver sur Internet. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu l'écran interne. Il est où? Voilà, non, c'est pas là. Voilà. Vous avez sur Internet doc.python.org paye un texte de tous les modules. Il y a, je pense, environ 6000 modules
spécialisés par métier et par type de traitement, donc tout ce qui est intelligence artificielle, finance, médecine, etc. Ils ont chacun une liste de modules qu'il faut aller chercher. D'ailleurs, vous allez voir, c'est de A à Z. Okay. Voilà. Tout ça, c'est l'exemple que je l'ai appelé, c'est celui-là. Ça, c'est un autre exemple. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Donc, on a dit qu'il y a des modules sur Internet que vous pouvez télécharger, mais vous pouvez créer vos propres modules, comme ici, les nains. Regardez ici. En fait, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des modules. Un module, c'est quoi? C'est un ensemble de fonctions. Regardez, ça s'appelle héritage. Je l'ai appelé héritage. Donc, héritage, selon la loi islamique, le garçon prend 2 fois l'héritage de la fille. Donc chaque module, vous pouvez lui mettre un help term que vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Part égale garçon fois 2 plus fille, nombre de parts. Dans la loi islamique, le garçon prend 2 fois la part de la fille. Print, la part d'un garçon, c'est le capital sur part fois 2. Et print la part d'une fille, capital sur part. Et c'est tout. Ça, je peux ensuite l'appeler, si je voulais que j'appelle, comment il s'appelle faut que je trouve son nom, excusez-moi. Mademoiselle, le suivant, il est là? Celui qui va faire la présentation? Les fonctions, voilà. Voilà ce qu'on vient de voir. Ça s'appelle fonction. Maintenant, je vais essayer de l'appeler. C'est moi qui l'ai écrit. Je vais aller donc dans Python. Donc là, je vais aller dans ce dossier. Donc là, Python. Comme je fais un import d'un module public, je vais faire import fonction. Fonction sans mettre par. Fonction-f, excusez-moi. C'est fonction-f. Là, il vient de le charger. C'est un module que j'ai écrit moi-même dans lequel j'ai mis 3 fonctions, parmi lesquelles il y a la fonction héritage. Ok. Maintenant, si je fais fonction as f, donc je vais l'appeler f pour simplifier l'écriture. Maintenant je fais f point héritage, parenthèse, je vais mettre le capital, ça veut dire que le Qadesh, 120 000 dinars par exemple, excusez-moi, 120 000. Il y a combien de filles et combien de garçons? Par exemple 2 filles, virgule, 2 garçons. Il me sort, la part d'un garçon c'est 40 000 dinars, la part d'une fille 20 000 dinars. Voilà comment on peut utiliser Python en interactif, en se basant soit sur les modules publics qu'on peut télécharger d'Internet, ou bien sur les modules qu'on écrit soi-même. D'ailleurs, quand l'informatique maintenant par rapport aux utilisateurs de Python devrait plutôt leur écrire des bibliothèques, les mettre à leur service et leur dire voilà comment vous utilisez telle fonction. C'est très suffisant pour fonctionner en mode interactif avec Python. D'accord, merci Yatik Saha, Sitar. C'est très intéressant ce que vous avez présenté. Bon, Python maintenant c'est un langage qui est très puissant. C'est le numéro 1 mondial maintenant oui. dans le classement. Oui. Mais souvent, bon, j'enseigne le module Python et mes étudiants souvent me demandent des questions terribles. Par exemple, vous connaissez très bien qu'il y a la notion des tuples. Les tuples. C'est des genres de tableaux en Python. Voilà, ce sont des tableaux, mais où on ne peut pas, par exemple, faire des modifications, d'ajouts, de modifications. Il y a les sets,
Les tuples, les ensembles et les et dictionnaires. les dictionnaires. Voilà. Donc, ils me demandent souvent pourquoi on utilise les tuples, pourquoi on n'utilise pas des listes simples. D'après vous, comment je peux répondre à cette question-là? Répondre à cette question, les tuples, ce sont des tableaux qu'on ne peut pas changer, c'est ça. Et quelle est l'utilité alors? L'utilité, c'est quand, par exemple, vous prenez les jours de la semaine. Pourquoi voulez-vous que le développeur modifie les noms des jours de la semaine? Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison. Voilà, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Mes étudiants sont là déjà. Il y a des données dont on n'a pas besoin de changer, Voilà, même par accident. très bien. Je passe à l'audience. Vous n'avez pas de questions? Mes étudiants qui sont là, Moi, par il faut contre, préparer au moins une question. par Hein. contre, je vais faire une petite précision. Il y a trois types de Python actuels. Il y a Python, il y a IPython, et il y a micro-Python. Micro-Python, c'est pour les robots, etc. Et IPython, c'est un Python modifié pour qu'il intègre les fonctionnalités du système. Par exemple, dans IPython, vous pouvez faire dire, il vous donne la liste des fichiers d'un dossier, par exemple. Vous pouvez changer de dossier, etc. Sachant que pour faire ça, avant, dans Python normal, il faut importer une bibliothèque qui s'appelle OS. Par exemple, vous pouvez faire OS, entre parenthèses, os.mkdir, mkdir, vous connaissez la fonction, mkdir, entre parenthèses, le nom du dossier. Et il vous crée un dossier. Vous faites import os et os.mkdir, il vous crée un dossier. Oui. os.chdir, il change de dossier, etc. Donc seulement IPython, lui, il les apporte dans Python. Il n'y a pas besoin d'importer une bibliothèque pour ça. Oui. Voilà, donc Emna va poser une question. Merci monsieur pour la présentation. Ma question concerne le scripting en Python. Le Scripting. scripting, oui. Oui, c'est quoi l'avantage du scripting en Python par rapport shell scripting ou d'autres langages par exemple? Le Python est un langage parmi d'autres pour le scripting. Vous connaissez YAML ou non? Oui. YAML. Oui. YAML, c'est aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, dans tout ce qui est DevOps, on a de plus en plus besoin d'automatiser des tâches. Et les langages de programmation sont faits pour faire des applications, pas pour faire du scripting. Sauf que Python, comme on a créé des modules, on a aussi créé des modules tels que OS, 6 et subprocess, je pense, qui permettent de dire, comme je disais, vous pouvez écrire un programme dans lequel vous dites, je crée un dossier, je me déplace dans ce dossier et je crée un fichier, ou bien je traite le fichier test. C'est ça le script. Oui, par exemple dans DevOps, le Python, scripting en Python, c'est le langage number one. Mais par exemple... YAML. Non, je suis désolé. Moi, je pense que le langage number one dans DevOps, c'est YAML. YAML. D'accord. Vous savez ce que ça veut dire YAML ou non? Oui, mais Yet another markup language. basically, c'est quoi l'avantage? Par exemple, si je fais un script en Python et je fais un script en shell, par exemple, c'est quoi l'avantage que je fais ce script en Python? C'est quoi de plus? Moi, personnellement, si j'avais à faire, je le fais en bash, en shell de Linux. Ah, ok. Je ne fais pas ça en Python. C'est de préférence en shell. En Python, c'est plus dur. Vous passez sur Linux, vous ouvrez Python et vous créez votre script. Oui. Par contre, le bash, c'est l'interface directe avec le système d'exploitation. Moi, je préfère développer mes scripts en bash. Si vous faites par exemple de la mise à jour de serveur, je préfère travailler avec YAML par exemple. YAML et Ansible. Vous connaissez Ansible ou non? Vous ne connaissez pas? Non, Il y a un logiciel qui s'appelle Ansible, A-N-S-I-B-L-E, qui permet de lire ce qu'on appelle des fichiers YAML et qui permet par exemple d'aller mettre à jour une centaine de serveurs en même temps. Vous lui donnez d'un côté les adresses IP des serveurs et d'un autre côté le playbook de YAML. Vous lui dites, vous rentrez chez vous, vous dites je veux installer par exemple Apache 2 sur une centaine de serveurs. Vous lancez, vous rentrez chez vous. Le lendemain, vous revenez, vous trouvez tous les serveurs avec Apache 2 installés, par exemple. Ok, merci. Juste, nous avons une autre question de notre étudiant, Hamza. Pourquoi les développeurs sont dédiés
dans le développement de le domaine AI au Python par rapport aux autres langages? Vous savez pourquoi? Parce que Python est un langage très très facile à apprendre. Il est en même temps très puissant à cause des modules qu'on peut charger dans Python. C'est uniquement pour ça. Moi j'ai mon fils, il est à Berlin, il est data scientist, il ne travaille qu'avec Python. Il fait data science et intelligence artificielle, il ne travaille qu'avec Python. Et c'est une entreprise qui a 120 bureaux dans le monde. C'est une grosse entreprise hollandaise, je pense, qui a 120 ou 150 bureaux dans le monde, qui a imposé Python comme langage de développement. Et en plus, comme vous venez de voir, Python, il est très facile à être maîtrisé par des utilisateurs normaux. Vous imaginez un financier qui veut faire l'amortissement d'un prêt, il le fait tout seul. Il le fait tout seul avec l'outil qu'on a vu tout à l'heure. Il le fait tout seul. Et en plus de ça, moi je vous ai dit, je n'ai pas fait la démonstration, mais je pourrais le faire si on a le temps. Vous demandez à ChatGPT, à une intelligence artificielle, de faire un logiciel qui permet de lancer des applications. Il vous le fait immédiatement, vous faites copier-coller et vous avez immédiatement votre lanceur d'application. C'est extraordinaire. D'accord, merci beaucoup. On applaudit encore une fois. يعطيك الصحة سي طاهر.